Tchad et l'Afrique du Sud viennent d'asseoir les bases d'une relation de coopération sud-sud. C'était à Durban, en marge du sommet des BRICS. Pâques, les chrétiens du Tchad, à l'instar des autres chrétiens du monde, célèbrent cette fête riche en signification. La SAP, ce concept très congolais de l'élégance, a été au centre d'une exposition qui s'est déroulée à N'Djamena devant un public visiblement ravi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Avant de développer les titres, sachez que nous avons avec nous sur ce plateau le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Nderassem Le Bémadiel. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous aurons à nous entretenir sur le problème d'énergie, notamment l'énergie électrique qui fait défaut à N'Djamena. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Merci. Le Tchad et l'Afrique du Sud entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. La signature d'un accord de coopération et la création d'une commission mixte entre les deux pays sont même annoncées. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience accordée par le président Jacob Zuma à son homologue tchadien à Durban. Bethel Niaron. C'est dans la somptueuse résidence d'État de Durban que le président sud-africain Jacob Zuma a reçu son frère et ami Idriss Déby Itno pour un long entretien. Le président de la République Idriss Déby Itno, en sa qualité de président en exercice de la CEAC et de la SINSAD, a remercié Jacob Zuma pour l'avoir invité au 5e sommet des BRICS. Il l'a aussi félicité pour les résultats positifs obtenus, surtout en ce qui concerne la participation des chefs d'État africains à cette grande rencontre. Jacob Zuma et Idriss Déby ont ensuite abordé de nombreux sujets d'actualité, notamment la crise centrafricaine. En sa qualité de président en exercice de la CEAC, le président Idriss Déby Itno a invité son homologue Zuma à participer le 3 avril prochain à N'Djamena à un sommet extraordinaire sur la RCA. Invitation acceptée par le président sud-africain pour qui la situation politique et sécuritaire en RCA reste une préoccupation de l'ensemble du continent africain. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État ont parlé des relations diplomatiques. L'Afrique du Sud vient d'ouvrir son ambassade à N'Djamena et l'ambassadeur a même présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Il est attendu la signature très bientôt d'un accord de coopération entre les deux pays et la création d'une commission mixte Tchad-Afrique du Sud. Cette audience aura donc permis aux deux chefs d'État d'échanger sur le renforcement de cette coopération dynamique. L'ANC, le Congrès national africain et le MPS sont deux formations politiques qui ont joué à un moment donné de l'histoire de leurs pays respectifs un rôle de premier plan dans le rétablissement de la paix, de la liberté et de la démocratie. C'est une déclaration du vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Il a été reçu par le président Idriss Déby Itno. Retrouvons une fois de plus Bethel Miao. Le vice-président du Congrès national africain est venu discuter de coopération politique avec le président Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Salut. De l'avis de Cyril Ramaphosa, l'ANC et le MPS sont deux formations politiques qui ont joué à un moment de l'histoire de leurs pays respectifs un rôle de premier plan dans le rétablissement de la paix, de la liberté et de la démocratie. Pour lui, c'est en tout cas le premier contact officiel entre les deux parties à un très haut niveau. C'est aussi le début d'une ère nouvelle de coopération politique, mais aussi d'échanges d'expériences dans bien de domaines, avec comme objectif final la satisfaction des besoins vitaux des populations sud-africaines et tchadiennes. Nous travaillons pour le continent africain, pour la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique, a fait savoir le vice-président de l'ANC. Il dit partager la même vision que les dirigeants du MPS. Aussi, Cyril Ramaphosa appelle-t-il à une coopération dynamique entre les grands partis politiques africains, partageant les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que l'ANC et le MPS. Le président de la République, Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, s'est félicité de cette démarche des dirigeants de l'ANC.
L'Afrique, ce continent riche, ce continent porteur d'espoir et d'espérance, se doit de parler plus que jamais d'une seule et même voix. Elle doit être forte et unie. C'est pourquoi les grands partis à l'image de l'ANC doivent donner l'exemple et le mouvement patriotique du salut participera à la construction de cette Afrique nouvelle. Avant de développer les titres, sachez également que le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dande Laobele Damaye, a reçu en audience cet après-midi le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le secrétaire exécutif du SILS, Al-Husseini Bretodo, est venu faire le briefing au ministre coordinateur du SILS, Dande Laobele, sur les principaux dossiers soumis à la 48e session ordinaire des conseils des ministres qui aura lieu le 7 avril 2013 à N'Djamena. Le temple de l'église des assemblées chrétiennes numéro 2 de Koundoul a été inauguré ce matin par les responsables de la dite église. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi ainsi que plusieurs autres hautes personnalités administratives, civiles et militaires. Ramadei Hassan. Le président de la République, Idriss Déby Itno, ne réalise pas seulement des infrastructures routières, éducatives ou sanitaires, mais il construit aussi des temples aux fidèles chrétiens du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État vient de mettre à la disposition des fidèles de l'église des assemblées chrétiennes numéro 2 de Koundoul un temple moderne pour la messe. Ce joyau architectural qui a coûté une bagatelle de plus de 26 millions de francs CFA permet aux fidèles chrétiens de la localité d'adorer Dieu dans des conditions décentes. Ce temple long de 22 mètres, large de 11 mètres, a été bâti sur un terrain offert gracieusement par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. Dans leur témoignage de circonstances, tous les différents intervenants qui se sont relayés ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Idriss Déby Itno, et au Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi pour leur geste combien de fois louable. Une prière particulière a été dite à leur honneur. Les responsables de l'église des assemblées chrétiennes numéro 2 de Koundoul ont prié le Tout-Puissant Dieu d'accorder la paix, la stabilité et l'unité de tous les fils du Tchad. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a indiqué que le président de la République, Idriss Déby Itno, accorde un intérêt particulier aux paroles de Dieu. Nos remerciements à nous tous, au président de la République, Idriss Déby Itno, qui, je dis une fois de plus, pour les questions de Dieu, ne s'amuse pas. Et il a témoigné ici, il a témoigné ailleurs. C'est l'occasion ici de le remercier. La construction de ce temple a été rendue possible grâce à la jeunesse des assemblées chrétiennes numéro 2 de Koundoul. La cérémonie a été ponctuée par du chant, de louanges et d'adoration. À l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, 16 fidèles des deux églises assemblées évangéliques du Tchad, de N'Djamena, sont passés par les eaux du baptême. C'était ce matin au fleuve Chari. Reportage Ghislain Tchanikoudou. La résurrection de Jésus, une nouvelle vie à laquelle sont appelés les chrétiens. Mais pour accéder à cette vie, il faut naître de nouveau à travers les eaux de baptême. 16 fidèles s'engagent à suivre le Christ dans sa mort et sa résurrection. Comme le prophète Jean-Baptiste l'a fait avec Jésus dans les Saintes Écritures, c'est un baptême par immersion. Après avoir renoncé au mal et professé leur appartenance au Christ et leur foi à la Trinité, ils ont été plongés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour les parents, amis et autres frères chrétiens, la joie était à son comble. Dans sa prédication inspirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 11 à 20, où l'apôtre parlait du tombeau vide, le pasteur Ishaya Foulzi a souligné que Jésus est mort et ressuscité pour le rachat de l'humanité. Selon lui, le baptême témoigne que le chrétien n'appartient plus au monde, mais au Christ et à l'Église. Désormais,
La mission des nouveaux baptisés commence, celle de l'annonce de la bonne nouvelle comme Jésus l'a fait jusqu'à sa mort. À l'instar des chrétiens catholiques du Tchad et du monde entier, ceux de la paroisse Résurrection de l'archidiocèse de N'Djamena ont célébré ce matin la messe marquant la fête de Pâques. Au cours de cette célébration eucharistique présidée par le curé de la dite paroisse, le père Enrique, plusieurs fidèles ont reçu le baptême. Reportage Saint-Tige Mantard. Dimanche, jour du Seigneur, jour solennel pour l'Église catholique qui célèbre la Pâque, une commémoration qui marque la mort et la résurrection de Jésus d'entre les morts. Cet événement est le fondement de la vie chrétienne. Selon la foi catholique, Jésus, fils de Dieu né de la Vierge Marie, a souffert la passion, est mort crucifié sur la croix pour le salut de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La messe de Pâques de ce dimanche est marquée par le baptême, sacrement de l'initiation. Plusieurs fidèles candidats à ce sacrement sont passés par les eaux du baptême, une nouvelle naissance qui fait désormais d'eux des enfants de Dieu. Dans son homélie, le curé de la paroisse Résurrection invite les chrétiens à vivre comme des ressuscités. Le Christ n'est jamais ressuscité seul. Il est ressuscité comme la prémisse de nous tous. Et c'est ça qui doit nous remplir vraiment de joie et d'espérance. Mais pour ce faire, il faut que nous vivions comme des ressuscités. On nous dit, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint. Il l'a rempli de sa force. Et là où il passait, il faisait le bien. Le passage par les eaux des baptêmes symbolise la mort et la résurrection avec le Christ, ce qui confère aux nouveaux baptisés une nouvelle vie, ceci après 40 jours de jeûne et de privation. Un culte spécial international est organisé ce matin dans les locaux des œuvres et missions évangéliques Maranatha. C'est dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Plusieurs autorités ont répondu présent à ce culte. Ce culte international des nations est organisé pour la paix au Mali et en RCA. Rangatia Mirima. Placé sous le thème que Dieu de Shalom visite ton pays, ce culte qui réunit les fidèles de la mission évangélique Maranatha est organisé pour la paix au Mali et en République centrafricaine. Le chant de louange et d'adoration et de prière en faveur de l'Afrique ont ponctué cette retrouvaille. Oh Dieu, et à moi, incarné, oh Dieu. La mission évangélique Maranatha Tchad croit que les solutions aux problèmes africains commence par l'instauration et la consolidation de la paix et l'unité des fils et des filles de l'Afrique. Le président de la dite église, Bishop Yombatana Beni, invite les fidèles de toutes les églises qui confessent la foi chrétienne à s'engager dans la prière en faveur du Mali et de la République centrafricaine. En 2 Chroniques 7, le verset 14, l'Éternel, le Dieu de paix, apparaît à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » À l'occasion de la célébration de la fête de la Pâque, Bishop Yombatana Beni invite la population à la réconciliation et la prière pour la paix en Afrique. En France, les membres d'une organisation baptisée les Cadres pour la Renaissance du Tchad rallient le mouvement patriotique du salut. L'organisation en question est installée dans l'espace Union européenne. La cérémonie a eu lieu à Paris. C'est un événement politique d'importance en ce dimanche 10 mars 2013 à Paris. Il s'agit de la cérémonie d'intégration officielle des membres de l'Union des cadres pour la Renaissance UCR au mouvement patriotique du salut MPS France Union européenne. Les hauts responsables diplomatiques, les militants et responsables du secrétariat général du MPS dans l'Hexagone ont marqué de leur accueil cette intégration politique. La preuve d'une démocratie tchadienne bien largement apaisée, consensuelle,
qui fait la preuve de sa maturité dans un continent où la division, l'extrémisme et les intérêts partisans égoïstes provoquent bien des situations d'instabilité au détriment du développement, de l'unité et de la paix dont nos populations ont un si grand besoin. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, lors de son allocution de décembre 2010, a mis un accent sur la renaissance du Tchad. Étant donné que nous œuvrons pour la renaissance du Tchad, nous avons simplement pris la sage décision d'intégrer le mouvement patriotique du salut en vue d'apporter notre savoir-faire, en vue donc d'apporter notre contribution pour que cette réalisation puisse aboutir. Ancien secrétaire général national du MPS, actuel ambassadeur à l'UNESCO et doyen politique local, son Excellence Mahamat Saleh Adjoumdjerou a dit ces mots en guise de conseil. Ensemble, en aidant le secrétaire général, représentant du parti en France et en Union européenne, vous faites cause ensemble pour, vous savez, moi je pense que c'est une question d'organisation interne qu'il faut maintenant procéder. Puisque l'heure où nous allons aller taper des portes, tout ça, pour dire venez au MPS, non, c'est fini. D'être des vrais militants qui peuvent se faire remarquer par tout le monde. Ne comptons pas seulement sur le seul secrétaire général. Ne comptons non seulement sur une seule personne. Chacun de nous doit apporter sa pierre. Premier mouvement politique du pays, le MPS, parti présidentiel, fait ainsi la preuve d'un parti ouvert, démocratique, capable d'intégrer tous les cadres, toutes les intelligences dans la construction du Tchad de la Renaissance. Le secrétaire général par intérim du bureau MPS France-Union européenne, principal organisateur de cet événement, a également saisi cette occasion pour évoquer la relance sur le terrain des activités du mouvement patriotique du salut dans l'Hexagone. Au courant des semaines dernières, des pachydermes ont été massacrés en grand nombre par des braconniers tristement bien organisés. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques qui a fait une descente sur le terrain. Doba Robert. Il y a 2 semaines, la population de Gamba dans le département de Mont-Ili a assisté à un spectacle odieux. 124 éléphants ont été massacrés par des braconniers en quête des ivoires. Informé de la situation, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Issa Halikimi, a fait une descente tout le long de la frontière Tchad-Cameroun et la République centrafricaine. Plus de 600 éléments de forces de défense et de sécurité ont été déployés afin d'appréhender les auteurs de ce massacre. Suite à un accrochage entre les braconniers et la brigade anti-braconnage, appuyée par des éléments de forces de défense à Lungoto dans le département de Mont-de-Lam, 31 défenses et des munitions ont été abandonnées. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques salue les efforts consentis par les éléments de forces de défense et de sécurité en opération sur l'ensemble de nos frontières. Pour lutter efficacement contre le braconnage, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques entend renforcer son dispositif sur l'ensemble du pays. Il sollicite à cet effet l'apport de la population dans la lutte contre ces trafiquants des ivoires. Au-delà de ces éléphants massacrés, l'environnement d'une manière générale est dangereusement menacé selon le chef de la mission. Les coupes abusives des arbres, les feux de brousse, la disparition de certaines espèces animales sont entre autres actions décriées par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Le Cameroun, le Nigeria et le Tchad ont décidé d'avoir une approche transfrontalière dans la lutte contre le ver de Guinée. Une décision prise à l'issue d'une rencontre qui s'est achevée hier au centre Lama-Lama, c'est à Bangor dans le Mayo-Kibi-Est. Une rencontre organisée par le ministère de la Santé publique avec l'appui financier de l'OMS. Maralé Joséphine. Le ver de Guinée sévit encore au Tchad malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires de santé. Des cas sont déclarés dans certaines régions du pays, à savoir le Mayo-Kibi-Est, le Chari-Bagirmi, le Moyen-Chari, le Guéra et le Salamat. Cette réunion transfrontalière regroupe les techniciens en santé humaine. Ils sont venus du Cameroun, du Nigeria et bien évidemment du Tchad. Ils sont appuyés dans leurs travaux par des experts de l'Organisation mondiale de la santé, d'Afrique de l'Ouest et de Genève. Cette première journée est marquée par les présentations axées sur les activités de
des différents pays représentés. La présente montre va être un peu plus cohérent et applicable. Le médecin-chef du district de Bongor, Masiraba Ngaraita, en appelle à une synergie d'action afin d'éradiquer cette maladie parasitaire sur l'ensemble du territoire. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est, satisfait du choix porté sur sa ville, a indiqué que l'amélioration des conditions socio-sanitaires de la population occupe une bonne place dans le programme politique du chef de l'État. Le défi reste grand et la contribution de tous est nécessaire. Pour notre part, avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui suit personnellement la situation épidémiologique du pays des maladies sous surveillance, nous mettrons tout en œuvre pour aller résolument vers l'éradication du ver de Guinée au Tchad. Le chargé du contrôle et prévention de la maladie au bureau OMS Tchad, Honoré Djimra Senghar, promet à travers son institution soutenir les actions du gouvernement dans le domaine de lutte contre le ver de Guinée au Tchad. La communauté congolaise vivant au Tchad présente ses valeurs culturelles et artistiques au public. Une initiative de la styliste modéliste Justine Émilie de passage au Tchad. Innocent Kilayo. L'initiative vient de la styliste modéliste Justine Émilie. En tournée en Afrique centrale, la styliste modéliste congolaise décide d'organiser pour la première fois au Tchad la journée congolaise de l'art. Il y a une forte communauté congolaise, effectivement. Voilà pourquoi j'ai pensé. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, quelqu'un qui a une lumière, il ne peut pas le cacher sous le lit. En dehors de l'exposition et de la présentation des mets congolais, la journée congolaise de l'art est aussi dédiée à la SAP. Je travaille à l'ambassade du Congo-Brazzaville, je suis fonctionnaire ici au Tchad, mais je fais la valeur de l'habit. Le blanc a toujours fabriqué, mais nous faisons la valeur de l'habit. Bienvenue Malonga est l'un des sapeurs qui seront à la une de cette journée. Le sapeur congolais est surnommé le malaxeur des couleurs. Les rois des couleurs, je casse toujours les couleurs. Par rapport à mon niveau, c'est que j'ai appris depuis ma jeunesse. Pour la présidente de cette journée congolaise de l'art, qui n'est autre que la styliste Justine Émilie, la SAP ne concerne pas seulement que les hommes au Congo. Les femmes congolaises aussi ne sont pas les dernières nées de cette tendance. Vous savez, la femme a toujours un rôle important à jouer dans la société. D'abord, la femme, c'est une mère, celle qui met au monde, celle qui éduque. Donc, quand la femme passe quelque part, elle doit laisser toujours sa signature. C'est à l'espace culturel Talino Manou que se déroule la journée congolaise de l'art. Le public ndjaménois est invité à découvrir les valeurs culturelles du Congo. Voilà une version tout à fait congolaise de l'élégance. Revenons donc à notre invité, et comme je vous l'annonçais au début de ce journal. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Merci. Le 4 mars dernier, le président de la République, Idriss Déby Itno, a inauguré la ligne haute tension et la sous-tension thermique de l'Amadi. 4 semaines, très exactement. Mais monsieur le ministre, nous sommes toujours dans le noir. N'Djamena tarde à être cette ville lumière qu'on avait espérée le jour de cette inauguration. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Avant tout, je voulais profiter de votre antenne pour adresser mes souhaits de bonnes fêtes à tous les chrétiens et chrétiennes. Pour expliquer un peu la situation, je crois que je vais revenir un peu en arrière. N'Djamena a été une bourgade et au début, si vous vous rappelez, N'Djamena fonctionnait avec 5 MW il y a cela quelques années. Donc à l'heure aujourd'hui, les autorités, le chef de l'État s'est impliqué personnellement dans la vulgarisation et la vulgarisation de l'énergie électrique pour que les Tchadiens puissent facilement y accéder. Mais le constat aujourd'hui est de voir qu'à une certaine période de l'année, ce phénomène est récurrent, les délestages continuent. Donc le Tchadien se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, avec tant d'efforts, on continue toujours à vivre ces délestages? Alors j'aimerais faire un peu un état des lieux.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons plus de 8 MW de puissance installée en N'Djamena. Mais pourquoi toujours ce problème? Je m'explique. Vous vous rappelez, il y a cela quelques années, le chef de l'État avait lancé la construction d'une centrale de 60 MW, Facha 2, qui est venue compléter un parc de générateurs existants. Et donc, l'ensemble de la puissance aujourd'hui disponible à Facha est de l'ordre de 74 MW. Et nous avons environ 14 MW en N'Djamena, dans l'enceinte de la SNE. Et, comme vous l'avez dit, récemment, le chef de l'État a inauguré ce grand projet qui permet à la ville de N'Djamena de recevoir encore 20 MW supplémentaires. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre ce problème d'électricité? La question, elle est simple. Les capacités sont disponibles. Maintenant, il se trouve qu'il y a un problème dans la distribution de cette énergie. Donc, pour vous donner précisément un exemple concret, les centrales de Facha qui totalisent une puissance de 74 MW, aujourd'hui, on ne peut injecter que 20 MW dans la ville de N'Djamena. Et donc... Les 54 autres? Les 54 autres sont là, mais du fait des équipements, des infrastructures qui permettront de connecter cette puissance excédentaire à N'Djamena font défaut. Et donc, c'est ce qui explique, quelque part, ces délaissages que vous observez. Mais l'État a anticipé avec la construction d'une boucle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les réseaux au niveau de N'Djamena sont un peu vétustes. Et c'est dans ce cadre-là que l'État a lancé un projet conjoint avec la Banque islamique de développement. Et donc, c'est grâce à ce projet-là aujourd'hui que vous voyez que certaines zones peuvent être alimentées correctement. Mais monsieur le ministre, ce projet a été lancé, n'est pas lancé hier. Nous avons eu plusieurs fois à couvrir des reportages ici même à Télé-Tchad concernant ce projet où il était question de refaire le réseau. Et les autorités ont toujours dit comme quoi, une fois ce projet mené à terme, on aura de l'électricité. Mais pourquoi ce projet aussi tard, alors que déjà il y a de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Non, le projet ne tarde pas en tant que tel. Le réseau électrique en N'Djamena totalise environ 450 km. Donc 450 km ça, c'est pour faire le boucle? Non, 450 km de réseau existant dans la ville de N'Djamena qu'il faut rénover. Et donc, ce projet conjoint avec la BID consiste donc à rénover les parties essentielles. Et c'est toujours en cours. Et pour solutionner d'une manière un peu durable, ce projet de boucle qui a été lancé par le chef de l'État consiste maintenant à créer une boucle de haute tension qui encerclerait la ville de N'Djamena, et les travaux sont assez avancés. Et donc, la sous-station de Lamadi fait partie intégrante de cette nouvelle boucle-là. Cette boucle va de Gassi à Diguel, à Facha, et reprend le bord du fleuve pour revenir à Gassi. Donc, de n'importe quelle partie de la ville, on va pouvoir maintenant injecter de l'électricité sur cette boucle et en recevoir. Donc, ça permet de décongestionner le système actuellement qui pose problème. Pour vous donner un exemple, quand vous circulez dans la ville de N'Djamena, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a des fibres, il y a des câbles nus qui sont des anciens câbles, aussi bien pour les basses tensions que les hautes tensions. Ces câbles ont été installés lorsque N'Djamena était encore une petite bourgade. Et donc, il n'y avait pas aussi autant d'arbres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, les gens plantent des arbres en dessous. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte à certains endroits que ces câbles nus sont pénétrés pratiquement, ont pénétré dans les branches. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que les câbles nus touchent les branches, ça crée un court-circuit. Et ça crée un défaut, par exemple, un défaut de terre qui déclenche la coupure de l'électricité dans toute la section qui est alimentée par cette branche. Donc, vous voyez, c'est plus un problème technique, et ces défis techniques ont été identifiés. Aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied
pour résoudre ces problèmes, pour permettre à ce que la puissance installée soit effectivement injectée dans la ville. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que tout est en train d'être mené pour que dans les jours à venir, on puisse avoir de l'électricité en permanence. Est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que vous pouvez nous fixer une date? Fixer une date, vous savez, là, une feuille de route. Je parle concrètement, prenons la puissance qui vient de l'Amadi. Vous savez, nous avons 20 MW installés de disponibles, et comme c'est des nouvelles turbines, il faut faire ce qu'on appelle le rodage. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous payez une voiture qui sort de l'usine, vous n'allez pas démarrer et rouler à 120 à l'heure. Effectivement. Il faut faire un rodage avant d'atteindre la puissance maximale. Et donc, nous avons commencé ce travail dès l'inauguration, et aujourd'hui, nous sommes autour de 10 MW. Donc, à l'heure où je vous parle, si certaines zones de la ville sont alimentées, c'est grâce à cette énergie qui vient de la sous-station de l'Amadi. Et donc, nous allons continuer progressivement ce rodage pour atteindre la valeur de 20 MW. Mais je voudrais bien vous rappeler que N'Djamena a besoin minimum d'environ 70 MW à l'heure actuelle, c'est-à-dire les périodes de pointe, pour minimiser les délestages. Et cette puissance, c'est ce qu'on cherche en faisant des travaux d'urgence pour raccorder des puissances sédentaires qui sont à Facha qu'on n'utilise pas pour pouvoir combler ce vide-là. Monsieur le ministre, là, nous avons parlé de N'Djamena. Il n'y a pas que N'Djamena qui a des problèmes d'énergie. Et justement, le mandat en cours du président de la République est axé sur le monde rural, le développement du monde rural. Il y a eu un projet très ambitieux, celui-là de se pencher vers les énergies renouvelables, avec justement la création d'une agence des énergies renouvelables. Où en sommes-nous actuellement avec les énergies renouvelables? Quelle place occupent les énergies renouvelables? On ne parlera pas seulement de place ici, mais de priorité. C'est-à-dire un pays comme le nôtre doit résolument s'orienter vers les énergies renouvelables. Je m'explique. Vous savez, toute source d'énergie qu'on utilise aujourd'hui révèle de l'énergie fossile. Donc, qui dit fossile dit aussi fini dans le temps et dans l'espace. Et pour amener notre pays à être un pays émergent, comme l'a promis le chef de l'État, nous devons nous préparer dès aujourd'hui en nous retournant vers des énergies durables. Et donc, aujourd'hui, la promesse que le chef de l'État a faite lors de son discours lors du forum sur les énergies renouvelables qui a eu lieu ici, l'agence est effectivement en création. Nous avons les structures qui se mettent en place pour rendre effectif, et aussi, même au niveau de l'alimentation en énergie de nos villes et villages, je vous informe qu'il y a environ 33 villes qui ont été sélectionnées pour être équipées uniquement que des énergies renouvelables. Donc, de ce côté-là, je crois que le Tchad est en passe de devenir un leader dans l'utilisation des énergies renouvelables que regorge notre pays. Nous avons la plus grande potentialité en énergie renouvelable. Lorsque vous parlez des énergies renouvelables, on parle de l'éolien également, et nous avons appris comme quoi il y a des études qui sont en train d'être menées pour savoir la capacité du Tchad, tant dans le domaine du solaire que de l'éolien. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner des précisions sur la capacité du Tchad à produire toutes ces énergies-là? Si vous prenez par exemple la carte du monde qui montre un peu le pic solaire, notre pays est pratiquement le cœur. C'est-à-dire c'est une zone où la tension solaire est la plus élevée. Et donc nous avons le plus grand potentiel. Et donc il y a aussi des études dans le cadre de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables qui est en train de se mettre en place pour pouvoir aussi mesurer la vitesse de vent dans différentes régions du Tchad et surtout au nord où la potentialité est énorme, pour évaluer pratiquement combien on peut installer. Et non seulement le Tchad
peut se suffire en termes d'énergie renouvelable, mais peut être un exportateur d'énergie. Voilà, donc c'est une très belle conclusion. Le Tchad pourra se suffire et même alimenter d'autres pays voisins. Voilà, monsieur le ministre, c'est tout un plaisir de vous recevoir, de vous avoir reçu sur ce plateau. Sur ce, nous allons nous séparer. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Tchad.